Bonsoir tout le monde. Bon, il n'y a personne encore. On va attendre que les gens arrivent. En attendant, je vais vous envoyer le lien. Super. Comme ça, je vais partager. On va aller tout de suite. Je vais envoyer. Merci. C'est moi. Donc, je transmets tout de suite. Comme ça, on va essayer d'inviter un peu de monde. Exactement. Voilà, ma community manager m'a déjà envoyé un message. Madame, il faut qu'on fasse circuler le lien sur les réseaux. Eh ben, c'est top. Donc Voilà. là, on est parti. Allez, je vais faire 2-3 petites publications pour limiter mon réseau. C'est bon? Oui, c'est bon. Top. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes tous autour d'un thé. Nous allons une nouvelle fois mettre en lumière le parcours d'un professionnel, d'une professionnelle. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Madame Lauriane Aivi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande de vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à la chaîne YouTube Coach Kébé. Bonsoir Lauriane. Bonsoir Moussa, comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Très, très bien, super excitée. Comment ça se passe au niveau de Cotonou actuellement? Il fait trop chaud, on cuit, mais sinon ça va. Ah, vous avez beaucoup plus de chance parce que nous ici il fait très 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 froid. Donc je vous envie. Je vous envie. Alors Lauriane, quel est l'intitulé de ton métier? Alors, aujourd'hui, l'intitulé de mon métier, c'est directrice générale, mais en réalité, j'ai plusieurs casquettes. Hein. Ma première casquette, ma spécialité principale, c'est les relations publiques, la communication, la gestion de l'image de marque. Mais évidemment, il y a des choses connexes que je fais. Je fais de l'événementiel, je fais du placement de personnel avec ma deuxième entité, Akoma RH, et je fais un peu de musique aussi. Donc, j'ai vraiment plusieurs casquettes dans la vie. Top, 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 c'est intéressant, on va en découvrir un peu plus. Et quel genre d'études vous avez fait? Quel genre d'études permet aujourd'hui d'accéder à un métier comme le vôtre? Alors, le métier de relations publiques, il y a des formations de niveau licence, master, pour être spécialiste en relations publiques. Il y a certaines personnes qui viennent d'un profil purement communication, donc ça peut être communication marketing, communication d'entreprise ou autre. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas fait une formation, on va dire, universitaire, scolaire, mais qui, à cause de leur personnalité, de leur carnet d'adresses, de leurs aptitudes aussi, décident de faire des relations publiques. Donc, il y a des formations licence, master en général,
Mais après, les combinaisons peuvent être variées pour arriver à cette profession-là. D'accord, parfait, parfait. Et quelles sont les évolutions de cette profession? En général, ce qui se passe dans la publique, même quand on a eu la formation, on ne commence pas directement en tant que spécialiste. La plupart du temps, on est soit chargé média, donc on fait des relations médias-presse, on est responsable événementiel ou logistique, on peut aussi s'occuper de la communication interne, on peut être community manager. Donc, en général, en termes d'expérience professionnelle, on commence avec une des spécialisations et ensuite, on développe toutes les compétences qu'il faut pour arriver au réel corps de métier qu'est celui de spécialiste en relations publiques. Une fois qu'on est spécialiste, de deux choses l'une, soit en entreprise, on est chargé de relations publiques ou directeur, directrice de relations publiques, ou alors pour ceux qui ne veulent pas forcément rester dans une seule boîte et qui ont envie de toucher à différents domaines, à ce moment-là, on est consultant et puis quand on est consultant, on évolue à son propre rythme selon ce qu'on veut. Et dans certains pays, il existe des agréments. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'années à exercer en tant que spécialiste des relations publiques, on peut passer un examen pour avoir un agrément de relations publiques parce que, bon, il n'existe pas encore d'ordre. Beaucoup de relationnistes vous diront, on espère que ça arrive un jour qu'on mette en place un ordre des relations publiques parce que c'est quand même un domaine qui touche beaucoup de sujets sensibles, beaucoup de sujets confidentiels. Donc, si on veut pouvoir normer ça, il va falloir penser à créer un ordre. Mais pour le moment, les pays les plus avancés en termes de régulation du secteur en sont à un niveau d'agrément. D'accord, ok. Parfait. Et quel est le salaire d'un junior? Ça intéresserait les jeunes qui aimeraient se lancer dans ce domaine. Alors, les chiffres au Bénin, je pense que ça risque de faire peur. Du coup, je vais pas lui donner les chiffres pour les gens en Europe. Pour les gens en Europe. Alors, les vrais chiffres. Les vrais chiffres. Je sais qu'en France, un salarié junior va être autour de 10-12 000 euros annuels. Et un senior, il pourrait aller jusqu'à 30 000, je pense. 3 000 mensuels? Non, 30 000 annuels. 30 000. D'accord, ok. Donc, c'est pas forcément des super gros salaires. Par contre, comme la plupart du temps, les gens en relations publiques sont plutôt des consultants, là, ça commence à devenir intéressant parce qu'on parle jusqu'à... Allez, on monte autour de 52 000 euros à peu près. D'accord, ok. Top. En fait, ça dépend vraiment des pays, ça dépend des salariés. Les pays où c'est pas encore connu, malheureusement, on rentre dans la case communication et puis bon, on prend le salaire d'un chargé de communication ou les honoraires d'un chargé de communication. Mais c'est vrai que les pays où c'est un peu plus avancé, là, les chiffres commencent à devenir plus intéressants. D'accord, merci beaucoup. Bon, là, on va passer un petit peu sur les questions un petit peu personnelles pour savoir un peu quelle est la personnalité de Lauriane. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui me motive? Déjà, à la base, la discipline. Parce qu'au départ, j'étais quelqu'un de très indiscipliné. Et donc, c'est de m'imposer une certaine rigueur. Non, c'est vrai. Je suis indisciplinée, mais un truc de ouf. Donc, c'est d'abord la discipline qui fait que je me lève parce que j'ai ce sentiment-là de responsabilité envers les personnes dont j'ai pris les contrats. Parce que je me suis engagée, pour moi, c'est super important de respecter mes engagements. Bon, des fois, avec la charge de travail, on ne les respecte pas dans les délais, malheureusement, mais c'est de toujours livrer la bonne marchandise au client. Si un client s'attend à quelque chose, même si des fois il peut y avoir des retards, c'est que la qualité doit toujours être au top. Et moi, c'est un peu ça ma passion, c'est quand à chaque fois
Je me réveille le matin juste comme, il y a tel client qui a besoin de telle chose aujourd'hui, il y a telle chose que je dois faire. Moi-même, pour mon entreprise, il y a des choses que je dois faire. Je suis... Alors, les anglophones appellent ça workaholic. Je suis une travail. Mais c'est vrai que peut-être dans un autre métier, j'aurais pas eu la même passion parce que peut-être ça aurait été trop formel, trop conforme. Alors que là, je suis dans un environnement qui change tous les jours. J'ai jamais 2 journées qui se ressemblent. Et je pense que c'est la soif de voir qu'est-ce que la nouvelle journée me réserve qui me fait me lever le matin. Top, top. Et comment décrirez-vous votre journée de travail à un enfant? C'est compliqué parce que les journées se ressemblent jamais. Mais bon, alors, qu'est-ce que je fais? Le matin, quand je me réveille, la première chose que je fais en tant que relationniste, en tant que communicante, c'est d'essayer de savoir un peu c'est quoi l'actualité dans tous les domaines parce que bon, on peut surfer sur n'importe quelle vague. Donc, c'est de savoir c'est quoi l'actualité. Et quand je parle de surfer sur les vagues, c'est aussi parfois de tirer des leçons de ce qui se passe dans un autre domaine. Mettons, s'il y a une crise quelque part, comment est-ce que les gens gèrent? Ou au contraire, quand il y a quelque chose de positif, qu'est-ce qu'on fait autour? Donc, se tenir au courant de l'actualité, ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans mes journées. Je rencontre souvent les clients, non seulement pour connaître leurs besoins, mais aussi de l'évolution, voir avec eux quels sont les ajustements à faire pour aboutir à un résultat final, que ce soit une communication média, que ce soit la gestion de leur image de marque, que ce soit l'organisation d'un événement d'un bout à l'autre. Il y a beaucoup de rencontres qui se font dans ce sens-là. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'écris beaucoup. Il faut écrire des notes conceptuelles pour les activités. Il faut écrire des communiqués. Il faut écrire le contenu d'un site web. C'est autant de choses que je fais. Donc, les journées sont jamais pareilles. Il y a une belle question qui est là. Oui, on va la prendre, on va la prendre. C'est mon très cher Laurent, mon beau-frère, qui vient souvent dans mes lives. Bonsoir Laurent. Donc on va prendre cette question. Alors, je réponds tout de suite? Oui. Oui. Être une femme chef d'entreprise, c'est un méga, giga, extra mouse défi. On va se dire les vérités, OK? Aujourd'hui, au Bénin, une jeune femme chef d'entreprise, on se demande est-ce qu'il y a un mari, un conjoint ou un père qui est derrière ça. On ne conçoit pas qu'elle le fasse tout seul. Donc, c'est toujours... c'est un travail de sensibilisation, mais parfois, c'est pénible de devoir justifier, de devoir expliquer non, moi, le chef d'entreprise, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui vais faire une entrevue quand je dois embaucher un employé. C'est lourd. Mais pour quelqu'un comme moi qui aime les défis, pour quelqu'un comme moi qui a vu autre chose ailleurs, parce que j'ai vécu quand même 12 ans au Canada, j'ai vu que des femmes et des jeunes femmes peuvent diriger des choses. C'est pour moi l'opportunité de montrer à mes sœurs que c'est pas parce qu'on est une femme, une jeune femme, qu'on ne peut pas diriger des entreprises. La preuve, j'en dirige 2 actuellement et je pense que je m'en sors plutôt bien. Top. Merci beaucoup. Il y a notre sœur Tislim qui nous dit bonsoir Tislim, bonsoir. Et voilà, une chef d'entreprise aussi, Tislim. J'espère qu'on aura la chance de la voir dans notre émission. L'autre question, c'est quel est votre plus bel accomplissement personnel et professionnel? Est-ce que j'ai droit à un joker? Alors, avant de répondre à la question, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Alors, j'ai découvert sur Internet, merci Internet, que je souffrais de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur,
c'est qu'on a du mal à reconnaître ses propres succès, on a du mal à reconnaître ses réalisations. Je suis le genre de personne, quand on me complimente sur mon travail, mon premier réflexe, c'est de dire « j'aurais pu mieux faire ». Il y a ça qui n'a pas marché, il y a tel truc qui n'est pas encore au point. Du coup, répondre à la question « c'est quoi votre plus grande réalisation ?» c'est un exercice difficile, mais je vais essayer de répondre. Ma plus grosse réalisation personnelle, je vais dire, elle est double. La première partie de cette chose-là, c'est d'avoir eu, on va dire, le courage de rentrer chez moi. Ça faisait 12 ans que je vivais au Canada. Tout le monde me disait que j'avais la belle vie là-bas, qu'il n'y a pas encore grand-chose qui se passe au Bénin ou en Afrique. Pourquoi est-ce que tu veux laisser des bonnes opportunités nord-américaines pour venir travailler au Bénin où il n'y a pas encore un gros développement? Et donc, d'avoir fait fi de toutes ces informations-là, d'être rentrée et d'essayer de contribuer à ma façon au développement de mon pays, de mon continent, à un changement aussi minime que ce soit, pour moi, c'est un assez gros accomplissement personnel. Sur le plan professionnel, je ne suis pas encore rendue à un go. On est en chemin, c'est ça? On est en chemin, mais bon, je vais quand même me vanter 2 minutes. Ça fait à peu près 6 mois que j'ai démissionné d'un super emploi. J'avais un super patron. J'avais des collègues cool et moins cool. J'ai démissionné et en 6 mois, je suis à 2 entreprises qui fonctionnent. J'en ai une où j'ai déjà une dizaine d'employés et je suis contente de pouvoir faire une différence dans la vie de ces personnes-là. Je pense qu'on reviendra un peu en détail sur cette entreprise-là. J'ai vraiment envie d'en parler un peu plus particulièrement tout à l'heure. Donc oui, pour moi, je pense que je peux mettre ça dans mon parcours actuel. Dans 1 an, dans 2 ans, le plus gros accomplissement va peut-être changer. Mais aujourd'hui, c'est de diriger 2 entreprises qui jusque-là fonctionnent bien. Merci beaucoup, Lauriane, pour ce partage. On reviendra aux questions de Tislim, qui a une question qui est très pertinente, et on prendra aussi la question de Audrey un peu plus tard. En 3 mots, comment décrirez-vous votre rôle? Dans mon entreprise? Oui. En 3 mots, je dirais... Alors, je vais tricher, hein. Le premier, c'est pas un mot, c'est une expression. Donc, chef d'orchestre. Le deuxième, ça va être urgentiste. Oui. Donc, chef d'orchestre, urgentiste. Et puis, le troisième, ça va être... bonne question. Manager. D'accord. Ouais. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce côté chef d'orchestre? Pourquoi? Alors, le côté chef d'orchestre, c'est il y a différentes personnes qui collaborent avec moi, mais je reste le point central, je reste la personne qui rencontre les clients, je reste la personne qui porte la vision. Donc, c'est de pouvoir donner à chacun sa partition. Vous savez, dans un orchestre, chaque instrument a sa ligne et puis tout le monde se met ensemble. Donc, c'est un peu la même chose dans les 2 entreprises. C'est de pouvoir assigner à chacun ses tâches, son rôle, ses objectifs, éventuellement accompagner ces personnes-là à atteindre ce niveau pour que le tout constitue un ensemble harmonieux. Ouais. Donc, c'est pour ça que je parle de chef d'orchestre. C'est aussi mon côté musicienne qui m'amène à je me disais bien, chef d'orchestre, puis les percussions et tout. Là, elle est dans son élément. Et si vous pouviez échanger votre poste de travail avec quelqu'un, qui serait cette personne? N'importe qui sur la terre ou dans l'entreprise? N'importe qui. Ça peut être aussi dans l'entreprise. Un échange de rôle. Juste pour une journée?
Pourquoi pas? Allons-y. Soyons fous. Angélique Kidjo. Ah, c'est côté musique, là, non? Oui, mais ouais. Côté art, côté personnalité, elle a une personnalité forte. Oui. D'accord. Ce serait ça. Belle référence. Et si vous deviez choisir un mentor, n'importe qui serait cette personne? Est-ce que la personne a besoin d'être connue? Non, votre mentor, non, pas forcément. Alors, mon père et ma mère, je les mettrai ensemble. Je vais prendre des éléments de l'un et de l'autre pour former une nouvelle personne qui serait mon mentor. Il y a la directrice d'une agence ici au Bénin, Madame Olga Dagnon, qui pour moi, oui, ce serait définitivement un mentor. D'accord. Ouais. Et est-ce que c'est important dans ce cheminement, que ce soit professionnel, dans l'entrepreneuriat, même pendant nos études, est-ce qu'il est important d'avoir un mentor? Je crois que c'est important principalement parce que, en général, quand on est passionné par notre projet, on est trop concentré sur ça. On ne voit pas tout ce qu'il y a autour. Un mentor a déjà commis certaines erreurs qu'il peut nous éviter. Il peut aussi nous apprendre certaines choses plus rapidement. C'est-à-dire, sans le mentor, on y arriverait, hein? Mais avec le mentor, je pense qu'on arrive plus vite à faire certaines choses. On évite certaines erreurs, même si on en commet, parce que chacun a son parcours. Et on profite aussi de l'expérience de cette personne, puis en général de son carnet d'adresses. Donc, oui, pour moi, c'est important d'avoir un mentor, peu importe le domaine, en fait. Top, définitivement. Et si vous deviez changer une chose à propos de votre travail, ce serait cette chose? Rien du tout. Rien du tout? Non. Tout est à apprendre. Ouais. Top, top, top. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous préférez quand même dans ce travail-là? C'est de voir la satisfaction d'un client à la fin d'un livrable, que ce soit un événement, que ce soit un document, quand le client est satisfait. Et ça peut être un client interne ou externe, dépendamment de où on travaille. Quand on est en entreprise, ça peut être un client interne. Quand on est consultant, donc un client externe. C'est vraiment cette satisfaction-là, quand le client est content du résultat final. Ça, c'est... tu te dis, OK, j'ai pas veillé pour rien, j'ai pas stressé pour rien, j'ai pas mangé une fois par jour pour rien. Top. Là, c'est une question qui est très intéressante et je pense que la question de Teslim pour remplacer cette question, parce que la question était quel conseil donnerez-vous aux nouvelles recrues? Mais on va prendre plutôt la question de Teslim qui dit comment gérer son temps en étant jeune entrepreneuse et étudiante, parce que c'est le cas de Teslim. Si vous aviez un conseil à donner à Teslim. D'accord. Le premier conseil que je donnerais, c'est de se fixer des objectifs réalistes. Il vaut mieux avancer lentement que de s'en mettre trop et ne pas réussir. Donc, la première chose, c'est de se dire, oui, je veux arriver à tel niveau, à tel objectif. Dans un monde idéal, je voudrais que ça se fasse en 3 mois, mais la réalité du terrain, mes études et peut-être les autres aspects de ma vie de tous les jours font que c'est quoi la timeline la plus raisonnable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je le disais au début, c'est la discipline. Énormément de discipline. Moi, aujourd'hui, je suis le genre de personne, je vais vous montrer, je me fais en général, au début de chaque semaine, je me fais une liste de tout ce que je dois faire cette semaine-là pour atteindre les objectifs. J'en fais une par mois aussi, qui est plus globale, de j'aimerais atteindre tel objectif, et je découpe en semaines en me disant, OK, première semaine, si je veux atteindre mon objectif au bout d'un mois, la première semaine, je dois avoir accompli telle tâche, la deuxième semaine, telle tâche, et vraiment d'être rigoureux, mais aussi d'apprendre à prendre du recul.
Pourquoi est-ce que je parle de prendre du recul? Des fois, on est tellement concentré sur ce qu'on a à faire qu'on finit par saturer. Et à ce moment-là, on est moins efficace. Donc, de temps en temps, c'est de se dire, OK, là, je n'y arrive plus. Je prends une journée off par rapport à ce projet, je fais autre chose, ou une heure off, peu importe, pour y revenir après. Donc, c'est vraiment des objectifs réalistes, de la discipline en découpant ces objectifs en actions avec des échéances déterminées et de savoir prendre du recul pour pouvoir mieux revenir sur son activité. Top, merci beaucoup. J'espère que Teslim a été satisfaite de cette réponse. Là, il y a une question, j'espère en tout cas en tant qu'entrepreneuse, vous prenez le temps de le faire. Quelle est la dernière fois où vous avez vraiment ri aux larmes? Samedi. Est-ce que c'est personnel ou vous pouvez le partager? Oh, je peux partager. Alors, j'ai un ami, un très bon ami, que je salue, je ne sais pas s'il est en ligne, qui vit en Suisse, mais qui vient de temps en temps à Cotonou et qui déteste littéralement mon rire. Parce qu'il trouve que mon rire est moqueur et sarcastique. Mais du coup, quand je suis en train de rire et qu'il s'énerve, ça me fait rire en plus. Et samedi dernier, il a dit un truc, j'ai commencé à rire, ça, mon rire l'a énervé, et là, je suis partie pendant 10 minutes. Un fou rire. Merci beaucoup. Je pense que ça aussi, c'est très important quand on est chef d'entreprise et tout, d'avoir aussi ces petits moments soupapes pour décompresser, c'est très important, pour revenir encore plus en forme. Et quelle est ta philosophie de vie? Je vais utiliser l'expression d'un de mes grands frères, vivons vivant. Vivons? Vivant. Vivons vivant. Alors, pourquoi vivons? En général, je vais faire telle chose quand je vais finir mes études, je vais faire telle chose une fois que j'aurai du travail. Non. Est-ce que j'ai les moyens de le faire maintenant? Est-ce que j'ai la possibilité de le faire maintenant? Est-ce que ça aura un impact négatif? Si ça n'aura pas d'impact négatif et que je peux le faire maintenant, je le fais maintenant. Je prends un exemple très simple. Quand je vivais encore au Canada, mes amis trouvaient que je prenais des vacances trop souvent. Tout le monde accumulait pour partir une fois par an. Il n'y a plus d'électricité. Tout le monde prenait des longues vacances une fois par an. Et moi, je prenais 3-4 jours tous les trimestres. Parce que pour moi, non seulement pour prendre du recul, mais aussi pour profiter. Je crois d'ailleurs que cette année, COVID-19 nous a montré que le prochain mois, les 6 prochains mois ne sont pas garantis. J'accumule mes vacances pour la fin de l'année. Qu'est-ce qui me dit que je serai en bonne santé? Qu'est-ce qui me dit que je pourrai voyager? Qu'est-ce qui me dit tout court que je serai encore en vie? J'en sais rien. Donc, je dis pas de faire des folies, des choses qu'on va regretter ou de pas pouvoir gérer après, mais c'est de profiter réellement de l'instant présent et de savoir, les anglophones disent work hard, play hard. C'est vraiment ça. On travaille fort et c'est pas pour ne pas en profiter. Moi, je trouve que la génération de nos parents, c'est vrai, ils ont fait beaucoup pour nous, ils se sont beaucoup sacrifiés pour nous, mais beaucoup d'entre eux, une fois qu'ils ont pris la retraite, ils ne savent pas quoi faire d'autre que travailler parce qu'ils n'ont jamais rien fait d'autre. Une fois qu'ils arrêtent, des problèmes de santé, l'âge vient s'en mêler et ils ne peuvent pas profiter tranquillement de leur retraite. Donc, vivons, oui, profitons au fur et à mesure. Exactement. Merci beaucoup, c'est une belle philosophie. Je vais commencer à appliquer ça dès aujourd'hui. Merci. Et si tu pouvais être quelqu'un d'autre, cette fois-ci, le temps d'une journée? Le temps d'une journée, si je pouvais être quelqu'un d'autre. J'avoue qu'aujourd'hui, je rêve d'être musicienne à temps plein, de faire que ça. Donc, une artiste féminine, Angélique Kidjo, Asha, Yemi Alade, Alicia Keys, je ne sais pas. Une chanteuse africaine ou afro-américaine.
Merci. Et quel a été l'impact du Covid sur ton travail? Alors, personnellement, ça a été positif. Les gens, enfin les entreprises et même les personnes publiques ou privées ont senti un peu plus le besoin de communiquer parce que du coup, ils ne pouvaient pas être sur le terrain. Et donc, je crois qu'en dehors de l'aspect événementiel et peut-être des séminaires, conférences qui n'ont pas eu lieu, de façon générale, ça a été très positif parce que du coup, aussi les activités étant au ralenti, ça a été l'occasion de se poser pour établir des stratégies plutôt que d'être en train de faire de la communication au jour le jour. Là, il y a plusieurs entreprises qui pensent, OK, on ne fait pas grand-chose en ce moment, c'est peut-être le temps de revisiter, de revoir l'image de l'entreprise, de refaire la stratégie, de former les porte-paroles. Donc, de façon globale, pour moi, Covid a été plutôt positif. D'accord. Merci beaucoup. C'est plus un moment où on a refait à neuf la stratégie, c'est ça? Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as un conseil, si tu avais un seul conseil aujourd'hui à donner à nos jeunes frères et jeunes sœurs qui prennent le bateau pour rejoindre l'Europe et qui perdent leur vie, ce serait quoi comme conseil? C'est compliqué de leur donner un conseil parce que ils essayent après tout de fuir ce qu'ils considèrent comme des difficultés. Et ce qui est important pour moi, et ça, moi, je le dis souvent à mes frères qui aujourd'hui me disent « Ouais, tu as vécu au Canada, moi aussi, je veux y aller. » Il y a des facilités dans ces pays-là, mais ces pays-là sont pas... C'est pas le paradis. Voilà. Il y a certaines facilités, il y a des choses qu'on peut faire là-bas que effectivement pour le moment on n'a pas l'opportunité, la chance de faire ici. Mais c'est pas vrai que c'est le paradis. Le paradis, on se le crée soi-même. Des meilleures conditions de vie, on se les crée soi-même. C'est vrai, c'est parfois plus difficile chez nous, mais je crois qu'au contraire, la satisfaction est encore plus grande d'avoir réussi dans un environnement difficile. Donc, si on veut partir, il faut partir dans de bonnes conditions et pas au péril de sa vie. Il faut accepter les petits commencements. Et là, certains diront peut-être que bon, moi, j'ai été plus chanceuse que d'autres. C'est pour ça que je parle comme ça. Mais en fait, non. Chacun a ses difficultés, peu importe l'environnement dans lequel il est né. Et donc, d'accepter les petits commencements, c'est d'accepter de faire les choses une étape à la fois, mais de pouvoir garder le focus et se battre jusqu'au bout pour accomplir ses rêves au final. Merci beaucoup, Lauriane. On passe au moment où c'est ton quartier libre. Ok. Si tu as quelque chose à nous partager, donc vraiment, tu as la parole l'heure que tu veux. Hein. Tu nous parles de ton actualité ou de ce qui t'intéresse, et après on prendra la question des Ouais, bon, je vais parler de plein de choses. J'ai pris des notes pour ça. Alors, bien entendu, Acoma RP, dont j'ai un peu parlé déjà, qui est la première agence que j'ai créée. Acoma RP, qu'est-ce que je fais? Je fais des relations publiques. Donc, c'est de créer une relation très forte entre les entreprises, on va dire, et les différents publics de ces entreprises-là. Les relations publiques, c'est quelque chose qui est à long terme. On ne voit jamais les résultats des relations publiques à court terme parce que ce n'est pas à court terme qu'on a besoin des relations publiques. Par contre, quand on a créé un lien fort avec ces publics-là deviennent en fait des ambassadeurs indirects. C'est des ambassadeurs qu'on ne paye pas, mais qui au contraire achètent nos services, achètent nos produits. Et ça va encore plus loin quand on a fait des relations publiques assez solides pour une entreprise. Le jour où cette entreprise-là a un problème, les publics qui devraient se lever contre elle deviennent les porte-paroles, deviennent les défenseurs parce que la relation a été bien créée. C'est un peu comme quand vous avez un ami. Vous le connaissez depuis longtemps, les choses se sont toujours super bien passées. Et quand cet ami-là fait une connerie,
disons les choses telles qu'elles sont. Quand c'est une vraie amitié, qu'elle est solide, qu'elle a les bonnes bases, vous vous asseyez, vous lui dites, ben, tu as déconné sur tel aspect, j'aimerais que tu corriges ça, j'aimerais que tu ne le refasses plus, mais on continue à être amis. C'est la même chose pour les relations publiques, c'est de créer ce lien fort entre les entreprises et les publics pour que le jour où il y a un problème, que les publics disent « Hey, tiens-toi tranquille, là, tu n'es pas en train d'aller sur la bonne voie, c'est pas pour ça qu'on a adhéré à ce que tu fais, corrige-toi et puis on continue de faire affaire. » C'est à ça que servent les relations publiques. C'est aussi la gestion d'image de marque, autant pour les entreprises que pour les personnalités. Ça rentre un peu dans cet aspect-là. Et moi, une chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la responsabilité sociale d'entreprise. Oui, les entreprises doivent faire des profits, oui, les entreprises doivent faire de l'argent, mais ces entreprises-là, c'est des humains qu'elles embauchent, c'est avec des humains qu'elles font affaire et c'est dans une communauté qu'elles interviennent. Donc, au-delà des profits, il faut des bénéfices pour tout le monde. Il faut que les employés puissent être épanouis parce que moi, je suis persuadée qu'un employé épanoui s'investit beaucoup plus dans son travail et forcément, ça augmente la productivité. Il faut aussi que la communauté dans laquelle cette entreprise-là intervient puisse bénéficier d'une façon ou d'une autre, au-delà de juste acheter des produits et services, qu'elle puisse bénéficier de ce que fait l'entreprise. Donc, pour moi, la responsabilité sociale d'entreprise, c'est très important et c'est quelque chose que j'essaye tout doucement de proposer à différentes entreprises qui ne connaissent pas encore ça ici au Bénin. Donc, ça, c'est Acoma RP. Vu qu'on est dans la responsabilité sociale d'entreprise, ça me permet d'arriver sur ma deuxième entreprise, qui est Acoma RH, qui fait du placement de personnel, mais du placement de personnel domestique. J'ai choisi cette cible-là pour une raison particulière. Les employés de ménage, les chauffeurs, les gens qui font la lessive, le repassage, surtout pour nous ici en Afrique, en Afrique et au Bénin, où on utilise beaucoup ce personnel-là, c'est des gens qui nous facilitent la vie. C'est des gens qui ne nous coûtent pas aussi cher que si on devait, par exemple, envoyer à chaque fois au pressing. Quand on a un chauffeur, ben, pendant que lui est en train de conduire, aujourd'hui, moi, ça me permet de répondre à mes emails, de passer mes coups de fil. C'est 20 minutes que je peux utiliser autrement de trajet entre la maison et le bureau. Mais en général, c'est pas des gens qu'on traite bien. C'est des gens qui sont... la plupart, ils sont au salaire minimum. Et encore, en dehors de ceux qui sont en entreprise, ils sont rarement déclarés. Donc, ils n'ont aucune garantie pour après. Ils n'ont pas de cotisation, retraite, rien. Et de façon quasi systématique, c'est des gens qui n'ont pas d'assurance maladie. On est dans un pays où, pour le moment, on n'a pas encore un système social en place pour avoir une mutuelle ou quelque chose. Donc, c'est des gens qui gagnent mal leur vie, c'est des gens qu'on maltraite et c'est des gens qui ne sont pas assurés, mais c'est des gens qui changent, nous, nos vies, qui améliorent nos vies. J'ai donc fait le choix de recruter ces personnes-là, de signer leur contrat avec mon entreprise, mais de les placer auprès de personnes qui sont prêtes à payer un peu plus cher pour avoir un service de qualité, mais aussi pour avoir des humains et pas juste des machines. Donc aujourd'hui, que ce soit les chauffeurs, les employés de ménage ou toutes les autres personnes que je place, c'est des gens qui reçoivent des formations régulières pour rester à un certain standard. Par exemple, quand j'embauche un chauffeur, je lui dis, au-delà de juste conduire la voiture, tu es responsable de la vie de la personne que tu conduis. Tu dois avoir certains réflexes de sécurité. Il y a un niveau minimum d'hygiène qu'il faut assurer, qui n'est pas juste on passe un coup de chiffon, non. Donc, c'est vraiment un service, je dirais, haut de gamme qui améliore la vie des employés, mais qui permet aussi aux employeurs d'avoir une certaine qualité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'assure également une continuité de service parce que j'ai un vivier d'employés. Donc, le jour, par exemple, où, mettons, toi, Moussa, tu viens à Cotonou,
tu prends un chauffeur avec moi. Le jour où ton chauffeur doit s'absenter, le jour où ton chauffeur est malade, tu n'as pas à sentir l'impact de cette absence. Je suis capable de te fournir, pendant la période de l'absence de ton chauffeur titulaire, une personne de remplacement qui va connaître déjà tes trajets, qui va pouvoir te servir au même niveau que ton employé principal. Donc ça, c'est vraiment les deux entreprises que je gère au jour le jour. Mais j'ai aussi d'autres activités que je fais justement avec l'agence de relations publiques. Depuis peu, j'ai lancé ce que j'appelle les petits déjeuners African Leader. Et leader, je l'écris de façon particulière. C'est L-E-A-D apostrophe H-E-R. J'ai vu. African Leader. Moi, j'ai fait une série scientifique par élimination. Au moment d'entrer au lycée, on m'a dit, tu fais quoi? Littéraire, scientifique, comptable? Je dis, bon, je sais pas, je suis pas trop mal en maths physique, j'ai pas envie de faire de la littérature, j'ai pas envie de, bon, ben, il reste maths physique, je vais faire maths physique. J'ai eu un bac C, c'est S maths physique en Europe. C'est la même chose en Mauritanie, j'ai fait pareil, bac C. Voilà. Et après ça, on m'a demandé, tu veux faire quoi? Ah non, on m'a pas demandé, tu veux faire quoi? On m'a dit, ben, ton père est médecin, donc enfant unique, tu vas faire médecine et puis tu vas prendre la relève de ton cabinet. Comment je vous explique? J'ai pas la vocation pour être médecin, donc non, je ne ferai pas médecine. Mais je ne savais pas ce que je voulais faire parce que je ne connaissais pas les métiers. Je connaissais les titres, les intitulés des métiers, mais je ne savais pas ce que les gens faisaient. Pendant 1 an, je suis allée au Ghana, j'ai fait de l'anglais. Ensuite, on m'a dit, oh, tu es bonne avec les chiffres, fais sciences économiques, après tu vas te spécialiser en finance. OK. J'ai fait sciences économiques en France, au Canada. J'ai fini un bachelor, une licence. Et après, je me suis dit, OK, j'ai fait sciences économiques, je fais quoi comme métier? Je ne sais pas. J'ai commencé à faire du bénévolat. Et c'est là où j'ai découvert que non seulement j'étais intéressée par la communication et les relations publiques, mais que j'avais aussi des aptitudes pour. Donc, je suis retournée aux études pour faire les relations publiques avant maintenant de commencer à exercer réellement dans ce domaine-là. On parle de à peu près... J'ai eu mon bac en 2004. J'ai commencé les relations publiques en 2011. On parle de 7 ans pendant lesquels j'ai cherché mon chemin. Parce que je ne connaissais pas les métiers. Exactement. Donc, je me suis dit, bon, dans un environnement où déjà on ne met pas assez les femmes professionnelles en valeur, dans un environnement où il y a un sérieux problème d'orientation, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de créer une connexion entre les deux. Donc, un vendredi sur 2, toutes les 2 semaines, je reçois 2 femmes qui viennent parler chacune de son métier à des plus jeunes qui cherchent à s'orienter, mais aussi à des personnes qui sont déjà en milieu professionnel, mais qui ont peut-être envie de voir autre chose. Récemment, j'ai eu par exemple quelqu'un qui faisait de la comptabilité, mais qui a des talents pour tout ce qui est définir des plans, faire des choses comme ça. Elle ne va peut-être pas devenir architecte, mais c'était intéressant pour elle de mieux comprendre le métier et de voir est-ce qu'il y avait un métier intermédiaire qu'elle pourrait faire entre ces deux-là. Donc, c'est vraiment cette opportunité-là que je mets en place à Cotonou toutes les 2 semaines. La prochaine édition, c'est le 4 décembre. Exceptionnellement, en décembre, ça va être 2 semaines d'affilée, le 4 et le 11. Après, on va prendre des congés pour les fêtes. Et une fois que ça a commencé, on m'a traité de féministe qui ne pense qu'aux femmes. Messieurs, comment je vous explique? Je vous aime beaucoup, mais je suis obligée de prioriser. Donc, voilà, je ne donnerai pas de date pour le moment, mais je vous promets, messieurs, que la version African Lead Him est en préparation pour la fin du premier trimestre 2021. Laissez-moi coder un peu la machine. Voilà. Et après, on fera une version pour les hommes, comme ça les hommes se retrouveront entre eux, les femmes se retrouveront entre elles. Et puis, éventuellement, on va combiner tout ça. Excellent, excellent. Vraiment, c'est excellent, excellent. Surtout
cette partie où tu gères ce placement de personnel, je suis fan, sincèrement, parce que c'est un de mes combats aussi, mais pas, je ne voyais pas ça comme ça. Parce que quand je rentre en Afrique aussi, je vois aussi ces domestiques qui sont là et vraiment, elles sont maltraitées. Il y a même des personnes qui les exploitent, qui les amènent du Mali, un peu partout de la sous-région et qui les exploitent et ils ne sont pas bien payés, pas bien, niveau hygiène, c'est pas ça. On ne suit pas de beaucoup de choses sur eux. Et le fait que tu lances cette compagnie où tu déjà t'exiges, et je suis sûr que tu sélectionnes le client, les clients qui sont vraiment dans le mindset de bien les traiter, de bien les recevoir. Et puis derrière, tu leur fournis à ces jeunes-là ou à ces moins jeunes de la formation continue. C'est une sorte d'école de vie même pour eux, parce qu'ils vont travailler, ils vont gagner leur vie, mais ils vont aussi évoluer d'une autre manière. Et ça, c'est excellent. Pourquoi je dis ça? Il y a eu une success story récemment au Sénégal, une petite jeune qui était employée de maison, qui a pu décrocher son bac haut la main en même temps qu'elle faisait ça. Et donc, le fait que tu lances ça, c'est un grand chapeau, sincèrement. Je suis bravo, je t'encourage là-dessus parce qu'on en a besoin, parce que tous les pays, tous les maisons en Afrique, on en voit un ou deux. Oui, l'objectif, c'est d'aller proposer ce service dans les autres pays de la sous-région parce que c'est une réalité qui est commune à nos pays. Donc oui, j'aimerais bien pouvoir amener cette façon de faire là ailleurs. Je suis consciente que tout le monde ne gagne pas de gros salaires, n'est pas en mesure de faire tout ça, mais je pense que petit à petit, ça va rentrer dans les habitudes et à un moment donné, nos gouvernements vont peut-être comprendre la nécessité de mettre en place un système social qui permettrait à ce moment-là d'enlever, par exemple, la charge de l'assurance maladie de l'employeur vers l'État, parce que ça reste des gens qui ne gagnent pas forcément des gros salaires. Je ne prétends pas changer radicalement leur vie, mais je pense qu'avec ce projet, je peux apporter une toute petite amélioration et rien que pour ça, c'est un rien que le fait d'y avoir pensé, chapeau. Rien que d'y avoir pensé, rien que d'avoir mis ça en place, bien sûr, les choses vont pas se mettre comme ça, mais ça peut pousser à d'autres personnes à réfléchir, à aussi aller, et puis ça peut pousser le gouvernement à dire, OK, il y a peut-être quelque chose à faire, les ministres chargés des femmes, des enfants, de trucs sociaux, ça peut le pousser à réfléchir et chapeau bas, bravo pour ça. Merci. Alors, je ne veux pas récupérer tous les lauriers toute seule. J'avoue que je ne suis pas la personne qui y a pensé au départ. En fait, c'est une bonne amie qui est la femme du directeur d'une entreprise qui est un de mes clients côté communication, qui, en voyant mes aptitudes, m'a proposé d'offrir ce service-là parce qu'il trouvait que j'avais ce qu'il fallait pour. C'est vrai que quand il m'en a parlé au début, je lui ai dit, mais j'ai pas fait ressources humaines, je ne suis pas spécialiste en recrutement ou en d'autres choses. Et elle m'a dit, ben, tu n'as peut-être pas la connaissance scolaire, mais tu as l'encouragement qu'il faut pour. Elle m'a aidé à mettre en place l'entreprise et ben, je profite de l'occasion pour lui dire merci Lalande. Top. Merci beaucoup, Lauriane. On va prendre quelques questions rapidement, si tu as un peu de temps. Il y a Audrey qui pose la question, faut-il un capital pour entreprendre? Oui. Je prends un exemple très simple. J'ai commencé à travailler de la maison, mais il me fallait un ordinateur. Il me fallait payer ma connexion Internet. Il me fallait acheter du crédit dans mon téléphone pour passer des coups de fil. Donc, ce serait un mensonge de dire je suis partie avec un capital zéro, c'est pas vrai. J'ai payé des factures d'Internet, de téléphone, j'ai mon ordinateur, je l'entretiens, je pense à l'amortir. Donc, c'est des petits, même quand on commence à travailler de la maison, c'est un capital de départ. Progressivement, la charge de travail fait que éventuellement on a besoin de collaborateurs, on a besoin de locaux. Même quand on n'a pas besoin de locaux au début, pour certaines rencontres, ne serait-ce que de façon ponctuelle,
on a besoin d'un cadre un peu plus professionnel, donc il faut aller chercher quelque chose pour quelques heures. C'est des petites choses, mais qui coûtent de l'argent. Malheureusement, il n'y a rien de gratuit. Exact. Donc, oui, ça prend un capital de départ pour entreprendre. Après, le capital est variable en fonction de ce qu'on offre comme produit et service. C'est vrai, moi, au départ, tout ce que j'avais à payer, bon, je payais déjà le loyer de mon appartement, mais si je veux être rigoureuse en termes de comptabilité, j'aurais pu rentrer ça dans mes dépenses de démarrage, l'électricité, Internet, le téléphone, etc. Donc, oui, il faut un capital de départ, mais ce capital n'a pas besoin d'être énorme. Donc, il y a une autre question de Laurent, mon très cher Laurent, qui demande, avez-vous ressenti du racisme au Canada? Oui, il y a des racistes partout, ça existe partout, même en Afrique, il y a des racistes. Par contre, je me suis sentie plus à ma place qu'en France, par exemple. Pourtant, il y a plus de Noirs en France qu'au Canada, mais je me suis sentie plus à ma place. J'ai senti qu'on me laissait la chance de faire mes preuves et qu'on me mettrait de côté si et seulement si je ne faisais pas ma part. Mais comme dans n'importe quel environnement, il y a des cons, et donc quand il y a des cons, il y a des racistes, forcément. C'est vraiment la connerie humaine qui mène au racisme. C'est exactement ça. Donc, ce service RH est génial. Comment y souscrire? Alors, pour être client de Acoma RH, en fait, pour collaborer avec Acoma RH, en tant que futur employé, il faut envoyer son CV, ses références et la copie d'une pièce d'identité. Et en tant que client, il faut envoyer un email ou appeler la compagnie pour exprimer son besoin. Et à partir de ce moment-là, moi, je fais une proposition en fonction du besoin. On trouve un terrain d'entente et on signe un contrat. On mettra les liens même sur la vidéo, un petit peu, sur Facebook. On va mettre les liens. Comme ça, les gens pourront, s'ils sont intéressés, venir souscrire à ce service. Parce que sincèrement, je suis vraiment charmé par ce service-là parce qu'il y a vraiment besoin. Et c'est criant de mettre ça en place. Et c'est au moins le minimum d'aider ces jeunes filles, ces jeunes garçons à avoir, de faciliter leurs tâches de tous les jours. Et c'est très intéressant. Donc, je vais mettre ça sur le lien de la vidéo après à la fin. Merci beaucoup, Lauriane, d'être venue à cette invitation, d'avoir partagé ton parcours, tes passions et ce beau parcours. Merci d'avoir accepté. J'espère que ça va servir, ne serait-ce qu'une seule personne, de se projeter sur votre parcours et puis d'essayer de réussir sa vie. Merci. Super. Merci beaucoup, Moussa. Merci de m'avoir invité. Alors, au début, quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, mais je ne fais pas grand-chose. Pourquoi est-ce qu'il veut me recevoir, ce monsieur? Le syndrome de l'imposteur, je vous dis. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. Ça m'a fait super plaisir de partager mon expérience. Les abonnés peuvent m'écrire sur mon profil sans problème pour poser des questions. Ça me fera plaisir de répondre aux questions. Merci beaucoup, Lauriane. Bien le bonjour ou bien le bonsoir à Cotonou. Et puis, merci, je passerai le message. Très bientôt, je passerai à Cotonou, j'espère. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.